Je m'appelle Greg Crozier et je suis champion du monde de parachutisme artistique. Ça s'appelle le free fly. On essaie d'utiliser l'appellation un peu française, c'est plus sympa. Il y a deux disciplines, donc soit le free fly, c'est une équipe à 3, on voit 2 personnes à l'écran, soit le freestyle, et c'est une équipe à 2, et il y a une seule personne à l'écran. J'insiste pour dire équipe à 3 ou équipe à 2 parce qu'en fait, le Videoman, il fait vraiment partie intégrante de l'équipe. Alors notre équipe, qui s'appelle Airwax, elle est composée du coup de 3 personnes, donc il y a 2 performeurs et un Videoman. Comment ça fonctionne du coup les sauts en free fly? On va créer un saut à 3 du coup, on va prendre le temps d'en discuter. On va essayer de mettre un petit peu de tout dedans. Donc c'est bien d'avoir du vol synchro, 2 personnes qui font plus ou moins les mêmes choses. Je vais me prendre la comparaison à chaque fois avec la patrouille de France par exemple. Donc des vols très serrés avec un maximum de vitesse. C'est bien aussi d'avoir des constructions. Donc là, on peut tenir la jambe ou faire un tête-tête, faire toutes sortes de constructions. C'est très joli aussi à faire. C'est sympa d'ailleurs de les faire en sortie d'avion ou à la fin du saut. Et puis aussi, après, il y a des mouvements à 3. Donc là, souvent, on appelle ça des eagles, passer dessus-dessous. Donc là, on va faire des tricks. Et pour finir, il y a même du vol d'angle. Donc on peut même partir sur des déplacements à 45 degrés. Donc voilà, on va prendre un petit peu tout ce qu'on aime bien, parce qu'après chaque équipe aime avoir sa couleur, son style, mais on essaye de montrer qu'on sait faire un petit peu de tout. Et un saut, ça dure 45 secondes. Alors depuis peu, les juges sont passés à 42 secondes, mais en tout cas de mon temps c'était 45. Donc le chrono se déclenche au moment où l'équipe lâche la porte de l'avion. Donc il faut vraiment maîtriser ce timing-là. C'est beaucoup de répétitions au sol, c'est une musique, hein, ça devient une musique. Aujourd'hui, c'est vraiment Tom Cruise qui représente bien ça. Je dois dire qu'en tant que para, c'est dingue. À chaque fois, c'est très réaliste, c'est génial, c'est des vraies scènes de chute libre en plus. C'est pas des fonds verts, donc merci Tom Cruise. Je le cite à chaque fois, évidemment Point Break, mais il y avait aussi Terminal Velocity, il y avait Cutaway, il y avait beaucoup de films comme ça qui intégraient des scènes complètement dingues de chute libre. Et moi, à 12-13 ans, je voyais ça et c'était bon. Je savais que ça ferait partie de ma vie. Je savais que dès que j'allais avoir 16 ans, j'allais me former pour faire ça. Je ne savais pas encore si je deviendrais moniteur ou compétiteur. Puis ça ne m'intéressait pas à ce moment-là, mais je voulais être parachutiste, c'était sûr. Ça reste juste un sac à dos. Alors il est très bien plié, hein, mais on a un sac à dos, pouf, on le met, et puis avec ça, c'est génial, on peut voler dans le ciel, se poser en sécurité, faire ça autant de fois qu'on veut. Je trouvais ça dingue. Donc je voulais acquérir cette compétence. Mon premier saut, ah ouais. Alors quand j'ai voulu faire ma formation, donc à l'époque c'était plus facile, ça coûtait beaucoup moins cher de faire la formation saut en automatique. Donc là on monte juste à 1000 mètres, et en fait c'est notre éloignement avec l'avion qui va déclencher la sortie de la voile. C'était la formation la moins chère, donc je me suis dit, ça sera ça, clairement, parce qu'à 16 ans, on n'a pas beaucoup d'argent. Mes parents ne cautionnaient pas forcément non plus que j'ai cette idée un petit peu folle d'aller faire du para. Je passe toute la théorie, évidemment, et on n'a pas pu le faire le soir même, mais le lendemain matin, on s'équipait et on partait pour notre premier saut. Donc c'était un petit Cessna 185. C'est une porte qui vient s'ouvrir en se rabattant contre l'aile comme ça d'un coup. C'est pas une porte qui s'ouvre conventionnellement comme on peut avoir sur Terre. Donc dès qu'on vient effleurer la poignée, paf, elle se plaque contre l'aile. D'un coup, on a un visuel sur la roue qui tourne dans le vide. Et surtout, c'est à côté, c'est en face du pilote. Donc le moniteur, il ne peut même pas vous accompagner jusqu'au bout. Et il est obligé de rester derrière le pilote. Et là, vous êtes vraiment seul au monde. Hein. Vous avez vraiment le temps, encore plus que d'habitude, de dire « mais qu'est-ce que je fous là ?» quoi. Et donc là, c'était ça, les premiers sauts en automatique. C'était bien, et on était à 1000 mètres de hauteur. Aujourd'hui, si vous allez vivre une expérience d'initiation, alors ce sera souvent, à 90% du temps, le saut en tandem, parce que là, il y a juste un quart d'heure de briefing. Vous êtes accroché à un moniteur qui fait 8 à 10 sauts par jour. Donc là, c'est très rodé, c'est très facile. Après, si c'est la PAC, vous êtes directement à 4000 mètres. Alors que nous, on a dû faire à l'époque 1000 mètres, après 1500, après 2000, après 2500. Il a fallu franchir toutes les étapes avec compter jusqu'à 10 et ouvrir son parachute, après compter jusqu'à 20 et ouvrir son parachute. Donc ça n'existe plus vraiment, sauf si vous voulez le faire. Donc il y a une prise en charge constante. Hein. Et voilà, vous découvrez directement la chute libre avec le timing de chute libre qu'on vit tous, c'est-à-dire presque une minute de chute libre. On a entre 45, 50, 55 secondes de chute libre. Donc c'est un tour entier de cadran, donc c'est long. Et voilà, on ouvre le parachute à la fin du saut et après, on a une prise en charge de la personne qui est au sol. Voilà, ça va bien, c'était bien, super saut. Et tu vas faire tel circuit. Et quand je dis la PAC, en fait, je veux dire la progression assistée en chute ou accompagnée en chute. Moi, j'avais pris le choix de me mettre dans cette situation-là, de me dire, OK, je vais faire ça un peu d'une façon militaire.
et je vais faire le choix vivre un peu moins d'émotions. Donc je m'étais fermé un petit peu à ça. Donc intérieurement, bien sûr, vraiment à l'intérieur, j'étais là, ouh, c'est trop bien, ça y est, c'est parti. Le compteur est lancé, premier saut, et puis bientôt il y aura le deuxième, troisième, etc. Mais j'avais mis un bouclier dessus en me disant, reste concentré, hyper concentré. On verra quand tu auras 10 sauts, 50 sauts. Donc on apprend à plat ventre déjà, à sauter à 2, puis à 3, puis à 4, et puis faire des constructions plus ou moins élaborées. Ça demande déjà la maîtrise des inerties, la gestion des niveaux. Ça prend déjà du temps en fait. Et on se fait avoir plusieurs fois parce qu'on va sauter quelqu'un qui est un peu plus lourd, qui est un peu plus léger. Et voilà, on se fait avoir sur des trucs un petit peu comme ça évidents. Mais on arrive vite, à mon sens, à 500 sauts pour avoir une petite expérience de savoir un peu tout faire. Pas forcément un niveau de compétiteur, hein, mais ça y est, on sait un petit peu tout faire. On a une bonne expérience. Souvent, on a une voile d'ailleurs qui commence à être un petit peu sportive. Et de toute façon, la Fédération française de parachutisme a prévu de prendre les gens qui souhaitent rentrer dans le cycle des moniteurs à 1000 sauts. Et on a fait le choix de ne pas être moniteur justement des sauts en tandem d'initiation ou de la fameuse PAC, mais de se concentrer à faire que justement les disciplines artistiques. Parce qu'on s'est lancé justement dans la compétition et on a vite compris que pour passer un cran au-dessus, il fallait passer plus de temps à faire ça. Il fallait même consacrer tout son temps idéalement à faire ça. Si on a des prétentions à faire des podiums à l'international, il faut vraiment mettre un maximum de choses dans l'entraînement, même de l'hygiène alimentaire, du coaching mental, prendre le temps de courir régulièrement, peut-être d'aller aussi dans des salles de sport de temps en temps pour faire justement un petit peu de tout. Ce sport-là, en tout cas, si on ne veut pas le pratiquer à haut niveau, tout le monde peut le faire sans problème. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences physiques très poussées pour faire du parachutisme d'une façon conventionnelle, c'est juste pour faire du haut niveau. Dans le ciel, on a tendance à l'oublier, mais on a tous 12 kilos de matériel en plus. Et par contre, ça ne change pas le ratio, on fait tous entre 1m60 et 1m80, la plupart des gens. Par contre, d'avoir 10-12 kilos en plus, ça accélère énormément. Donc on est rapidement à 200 km/h en vol à plat dans le ciel, et on va être entre 240 et 280 sur le vol free fly. On ne reste pas complètement droit en magazine de la vitesse. Là, on pourrait monter à 350 si on veut, mais ce n'est pas le but. On alterne justement avec plein de postures. Et en soufflerie, par contre, on va facilement voler avec 20 ou 30 km/h de moins. On n'a plus le parachute, on est plus léger. En plus, on est dans les couches atmosphériques un peu plus denses, donc ça vole facilement. Je voulais revenir aussi sur une image que les gens ont de ce parachute qui monte dans le ciel. On a souvent ça en résultat vidéo, c'est-à-dire qu'on voit d'un coup les ouvertures justement des gens qui font un baptême, c'est l'ensemble pilote tandem plus passager qui remonte d'un coup dans le ciel. C'est parce qu'en fait le vidéoman reste en chute libre. Donc en fait il y a juste un vol à 200 km/h qui décélère pour passer à un vol à 30 km/h, mais comme il est filmé par quelqu'un qui reste lui à 200 km/h, on a l'impression d'une très très forte décélération, voire même d'un arrêt net, alors que non. En fait, si vous arrivez à 130 sur un péage et que vous faites un freinage pour arriver à 30 km/h, sur seulement 300 mètres, on va dire, une bonne décélération, c'est ça, ni plus ni moins. C'est juste une forte décélération, mais il n'y a pas de choc brutal. Avec mes coéquipiers, on a gagné en 2012 une Coupe du Monde et on a gagné en 2018 le Championnat du Monde. Ma coéquipière Karine Joly et mon vidéoman, c'est Baptiste Welch. Donc lui, il est chef moniteur maintenant dans une soufflerie. En 2012, en fait, il y avait une équipe russe beaucoup plus forte que nous, plus ancienne, plus entraînée. On a 7 sauts à présenter pendant une compétition. Ils ont commis sur leur 5e saut une grosse erreur, mais vraiment une grosse erreur qui leur a fait perdre un tiers des points. Et en fait, on est passé devant, mais à peine. Et du coup, sur les 2 derniers sauts, le saut numéro 6 et numéro 7, ça les a un petit peu émotionnellement atteints. Ils auraient pu encore remonter, mais du coup, ils étaient un peu trop tristes d'avoir fait cette grosse boulette et on est passé devant. C'était cette chance-là d'être costaud aussi mentalement pour nous, mais d'avoir eu la chance d'avoir une erreur en face de nous, de quelqu'un de plus fort. Et en 2018, là par contre, on s'était vraiment beaucoup plus d'expérience. On voulait vraiment gagner. On avait vraiment mis le tout pour le tout, c'est-à-dire que le choix de notre première figure était vraiment très, très dangereux. Alors, pas physiquement, hein, mais très dangereux au niveau stratégiquement, parce qu'en fait, cette figure-là qu'on présente au tout début de saut, si elle ne marche pas, on ne peut pas la récupérer. Donc, en fait, on fait une roue avec Karine. Moi, je lui tiens le sac. Donc, moi, je suis filmé en plus latéralement pendant que Baptiste réalise un tonneau. Donc, on a vraiment l'impression que je suis en train de faire une roue dans le ciel. Karine, elle fait un compas horizontal, donc elle tourne. Et une fois qu'on a fini cette roue, moi je viens mettre ma tête en bas, en équilibre, sur son parachute.
Au seul endroit d'ailleurs où je peux le faire sur le parachute, c'est-à-dire entre le parachute principal et le parachute de secours, il y a un petit endroit un peu plus soft. Donc je m'étais entraîné des heures à bien comprendre la taille et à la maîtriser parfaitement de son parachute à elle. Et donc là, je suis en équilibre sur son dos, mais j'ai plus vraiment de vent. J'ai plus beaucoup de vent, je suis vraiment en équilibre sur la tête. Et en fait, ça, si ça marche pas, et ben comme moi je suis en position très très lourde d'accélération et elle en position à plat très freinée, et les fois d'ailleurs où ça a raté, parce qu'évidemment au début ça a raté, ben, on se sépare violemment et c'est fini. Parce que là du coup il y en a un voire deux qui sortent de l'écran. Et à savoir qu'on prend des fois des 0,3 de pénalité quand il y a une main ou un pied qui est coupé de l'écran. Alors là, si on a un ou deux qui sortent de l'écran, même le podium, c'est terminé. Donc on avait fait ce choix-là voilà, de tenter le tout pour le tout. Et puis on s'est entraîné mais comme des malades et ça a marché. Les juges, du coup, vont attendre cette fameuse vidéo qui va être ramenée par le vidéoman. Donc ils vont attribuer une note technique et une note artistique sur les 7 sauts qui vont être réalisés. À chaque fois qu'il y a une manche, ils vont installer dans l'avion le numéro de la manche. Et nous, il faut qu'on présente le nom de l'équipe à chaque fois et que le vidéoman filme le numéro de la manche qui est installé dans l'avion. Il n'a plus le droit de couper la vidéo jusqu'à ce qu'on soit posé pour justement qu'on soit sûr que ce ne soit pas un saut d'entraînement ou un saut qui est réalisé à un autre moment. Il faut vraiment bien maîtriser ces sauts pour faire le moins d'erreurs possible. Et sur les 7 sauts, en fait, on va avoir 5 fois l'opportunité de présenter le saut libre justement qu'on a créé, qui du coup appartient à chaque équipe. Chaque équipe va créer son propre saut. Et il y a 2 sauts d'imposés. Et ils ont été mis à des endroits très très stratégiques dans la compétition. C'est le saut numéro 2 et le saut numéro 5, le fameux saut que les Russes avaient raté en 2012. Et donc là, il y a 4 figures qui sont choisies par les juges et toutes les équipes doivent réaliser ces mêmes figures. Donc c'est une façon pour les juges de vraiment constater quelles sont les équipes les plus techniques et les plus compétentes. Et ça fait à la fin une moyenne sur ces 7 sauts. Sinon, dès qu'on sort du contexte parachutisme conventionnel, c'est-à-dire quand on doit faire des sauts de nuit, quand on doit faire des sauts sous oxygène ou des sauts très très nombreux, comme pour les records du monde, là quand on est 200, ouais, ça fait bizarre. Hein. C'est une flotte de 8 ou 9 avions pour le record du monde, là à Chicago. Et quand on sort, on découvre, c'est comme une volée d'oiseaux, hein, ça fait un V dans le ciel. Bam, on a un visuel de quelques secondes où on voit ces 8 ou 9 avions qui sont en train de s'éloigner dans le ciel et qui sont en train de déverser les 200 personnes et tout le monde est en train de venir au même endroit. Et on était tous, pendant 50 minutes, assis à ne pas bouger pour ne pas gaspiller d'oxygène, pas gaspiller de l'air, tous sous oxygène. Ouais, ça fait un petit peu peur. Ouais. Donc, mais sinon, voilà, c'est pas un sport, volontairement je veux rassurer les gens, c'est pas un sport où on est censé se faire peur. Et la question qui reste, qui demeure évidemment et qui est naturelle, c'est si le parachute ne s'ouvre pas, donc ça n'est pas possible, heureusement. C'est-à-dire que nous, on a un petit parachute qui vient tirer le grand, donc il n'y a rien qui peut faire que ça ne se produise pas. C'est comme si je vous demandais, vous n'avez pas peur que quand vous appuyez sur la pédale de frein, il n'y a plus de frein? Non, parce que tout a été doublé, triplé dans la mécanique, ça ne peut pas se produire. C'est un peu la même chose. Nous, ça va forcément s'ouvrir. Voilà, ce n'est pas un sport où on est censé avoir peur en tout cas. L'accidentologie française et même européenne est très faible parce que justement tout le monde a voulu réguler son sport le plus possible. Toutes les fédérations européennes ont fait en sorte d'avoir des brevets et puis des surveillances aussi pour que justement cette espèce de bienveillance pour que personne ne se fasse mal, ce n'est pas le but. Après, il y a les gens qui ont un assez haut niveau qui peuvent quand même, avec du matériel un peu pointu, il y a quand même encore des accidents. C'est-à-dire que c'est comme les gens qui achètent des motos un peu sportives. Il y a une phase un peu sensible au début où quand on arrive sur ce genre de matériel, il faut vraiment déjà faire très attention pendant longtemps, pendant l'utilisation de ce matériel-là, et puis avoir toujours une petite veille, à se dire ouais, j'ai quand même un matériel pointu, même si je m'y suis habitué, il faut faire attention. Donc les accidents qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est ça, c'est l'utilisation de matériel de pointe. Une fois, on a été invité à faire des sauts sur une plage au Kenya, donc c'était absolument incroyable. Et à la fin de ce stage, c'était un stage de 5 jours, il y a un monsieur qui arrive qu'on n'avait pas vu de la semaine, qui pouvait venir que le vendredi. Et vraiment, en plus, il vient pour le dernier saut. Et l'organisateur nous dit « mais c'est bon, je le connais, et essayez de le prendre pour le dernier saut ». Et Karine avait déjà fait le briefing du saut, donc elle n'aime pas du tout quand quelqu'un arrive en dernière minute, parce que justement, ça ne correspond pas aux marges de sécurité. Et puis on nous dit « ah mais ça serait sympa, machin et tout ». Ah bon, d'accord. Alors, on dit « écoute, on va te faire un briefing un peu en accéléré, fais vraiment attention, parce que là, on veut que tout se passe bien, évidemment, tout ça ». Et il a fait évidemment super gaffe. Il s'est posé, il était aux anges, parce que du coup, il a pu faire au moins un saut avec nous. Et il vient nous voir.
mais vraiment mais super heureux. Il nous dit, alors, il faut que je vous dise, je voulais à tout prix sauter avec vous parce que je sais que vous êtes les champions du monde et tout ça, et je voulais vous rencontrer, mais merci de m'avoir pris en plus dans votre saut, c'était génial. Voilà. Moi, il se trouve que je viens enfin d'avoir les autorisations pour sauter au-dessus des pyramides d'Égypte, parce que je suis égyptien, je suis à la fédération égyptienne de parachutisme, et j'aimerais vous inviter à sauter sur les pyramides. Et nous, on a dit, il est sérieux ou quoi? C'est possible de faire un truc comme ça? Et alors on a évidemment tout de suite, sans se concerter avec Irène, on a tout de suite dit, bah oui, merci, ça serait incroyable. Mais on n'y croyait pas. Et puis en fait, oui, 6 mois après, on avait les autorisations, enfin on avait les invitations officielles. On y est allé maintenant, on l'a fait 5 fois, cette manip. On est allé 5 fois, voilà, échanger avec du coup aussi l'armée égyptienne, parce que c'est une manip qui se passe aussi avec le concours de l'armée, ça reste un gouvernement militaire. Mais du coup, on fait ça maintenant, régulièrement, on va avec eux, et c'est un honneur incroyable. Un privilège incroyable de pouvoir sauter sur les pyramides d'Égypte. J'espère que vous aurez la curiosité d'aller voir. On a eu la chance de sauter en Indonésie et en Polynésie. C'était il y a très longtemps. Et en fait, récemment, on a un ami qui est arrivé à nous faire sauter sur un archipel, Los Roques, au Venezuela. Et je ne connaissais pas, moi, avant. Et on est arrivé, on a vu le site. Et si vous êtes curieux, vous allez voir Los Roques au Venezuela, vous allez halluciner. Et on a dit, mais en fait, c'est presque aussi beau, voire plus beau que la Polynésie. Donc c'est vraiment, je pense que la planète est remplie d'endroits de dingue. J'ai toujours vu les Bahamas, les images satellites, j'y suis jamais allé, mais j'imagine que c'est dingue aussi. Alors aujourd'hui, quelles sont quand même les deux façons pour expliquer plus concrètement de vivre du parachutisme? Soit vous devenez justement moniteur, PAC, tandem, et ou parce que vous pouvez avoir de compétences. C'est même bien de passer la qualification justement des pliages des parachutes de secours. Ça, c'est fait 1 fois par an par les gens qui ont fait ce stage-là de formation qui est très pointu. Donc si vous avez toutes ces casquettes-là, vous vivez bien du parachutisme et c'est vraiment monitorat. Et sinon, si vous faites le choix comme nous de faire plutôt la compétition et des démonstrations, dans ce cas-là, il faut passer les compétences moniteur en soufflerie. Donc en tout cas, c'est les deux schémas qu'on retrouve le plus dans le parachutisme sportif aujourd'hui, c'est ceux qui ont fait moniteur et ceux qui font alternance soufflerie et parachutisme sportif. En fait, je me suis épanoui dans ce sport grâce aux valeurs que ce sport véhicule et grâce à cette communauté. C'est pour ça que je trouve ça dingue ce sport et que plus je le pratique, plus ces émotions-là montent, parce que c'est très soudé déjà. Je vais commencer par la communauté. La communauté parachutiste, elle est incroyable dans le monde entier. On est sans arrêt du coup en train de faire preuve du coup à des échelles plus ou moins grandes de courage, du coup parce qu'il faut sortir de la zone de confort, il faut se faire confiance et du coup il faut du courage. Et en fait c'est un cercle vertueux, j'ai envie de dire, et qui n'arrête pas normalement de progresser pendant toute sa carrière parachutiste. Donc quand vous avez la chance comme moi de bientôt arriver à 10 000 sauts, moi c'est pour cette année, j'arrive enfin à 10 000 sauts, et bien vous avez tout ça qui est devenu une énorme boule de bienveillance, de sortie de zone de confort, de courage, de confiance, de réseau, de bienveillance, de tout ça. Il y a quand même un coût effectivement à la pratique du parachutisme. Après, quand on va faire le parallèle avec plein d'autres sports, on est surpris de constater qu'il n'est pas si élevé que ça finalement. Alors, un saut en tandem, normalement on est vers les 250 €. Et une formation pour faire justement la PAC, on est sur du 1 200 €. Donc là, c'est les deux grosses valeurs qui vont faire peur. Waouh, ça coûte cher. Par contre, une fois qu'on a franchi cette étape, on va payer que sa place dans l'avion. Ça y est, on est formé. Donc si on doit louer un parachute, c'est entre 8 et 10 €. Et puis un jour, on va acheter son propre parachute, c'est 2 000 € d'occasion. Mais c'est pour plus tard. Mais en tout cas, à coût de 8 ou 10 €, on peut louer un parachute. Et la place dans l'avion, c'est entre 25 et 30 €. Donc ça ne coûte pas si cher que ça. Si vous prévoyez de faire, on va dire, 10 sauts par an, parce que c'est déjà bien, moi c'est ce que je faisais quand j'avais 16-17 ans, je faisais 10-15 sauts par an parce que c'était compliqué de payer plus, finalement c'est le prix d'un tandem qu'on va répercuter à l'année, quoi. Il y a beaucoup de structures, on a entre 60 et 100 structures selon si on prend juste les sportifs ou même les parapros. Donc une centaine d'endroits en France où on peut faire du parachutisme, c'est beaucoup. Allez sur Google et vous tapez parachutisme, vous verrez, il y a forcément une structure pas loin de chez vous. Et puis allez une après-midi boire un café, voir ces gens-là qui font des allers-retours, voir ces grands smiles avec lesquels tout le monde revient. Et puis vous verrez qu'il y a tous les âges, qu'il y a toutes les morphologies, il y a tout le monde. Allez parler avec les gens, dites-leur que vous avez un peu peur, osez partager ça, ils vont vous rassurer tout de suite. Et vous serez dans un avion en un rien de temps.